Bon, bah écoutez, bienvenue. On va entamer cet atelier. Donc, il me revient d'introduire cette matinée en tant que président de la conférence des écoles de journalisme. Et notre conférence, elle regroupe les 14 cursus de formation reconnus par l'enseignement supérieur et qui sont également agréés par la profession et donc inscrits à ce titre à la Convention collective nationale des journalistes. Alors, je tiens à remercier Jérôme Bouvier et les Assises du journalisme qui accueillent cet atelier, particulièrement parce qu'il arrive à un moment vraiment charnière pour nous, puisque c'est celui de la reprise des enseignements en 100% en présentiel, et donc on a tous la joie et le bonheur d'être à nouveau en contact avec nos étudiants dans des salles de cours. On est tous un peu surpris, chacun de cette situation. On espère que ça va durer. Mais enfin, voilà, on est avec nos élèves pour notre plus grand bonheur, et c'est super. Donc, je vous remercie d'être présent avec nous pour traiter de ce thème, des écoles de journalisme face à la pandémie, et vous dire que ces deux tables rondes, elles rentrent dans une série un peu plus large qui s'appelle « Enseigner le journalisme au XXIe siècle ». L'UNESCO a lancé un appel à contribution auprès d'établissements et de réseaux du monde entier. Donc, notre projet a été sélectionné. Donc, je remercie l'UNESCO de son soutien, y compris de son soutien matériel, à l'organisation de cette matinée. Et vous dire que donc 16 événements ont été sélectionnés, et ces 16 événements vont faire l'objet d'une publication unique à l'issue de cette année, où ils auront été organisés partout dans le monde. Donc, avec les collègues des 14 écoles, si on a souhaité faire ce bilan après ces 2 années, c'est évidemment pas pour faire quelque chose d'exhaustif, hein, c'est encore trop tôt pour faire quelque chose de cette nature-là. Mais c'est plutôt partir d'exemples très concrets de ce qui s'est passé dans nos différents établissements, et puis pour porter témoignage de la situation auquel on a dû faire face, individuellement et aussi collectivement. Et puis voilà, on pense peut-être aussi, peut-être un peu immodestement, mais on pense aussi que ces témoignages qu'on vous présente aujourd'hui, ils auront un intérêt dans quelques années pour nos futurs collègues, quand ils se diront « mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Comment est-ce qu'on a pu enseigner dans les écoles de journalisme ?» enseigner des enseignements techniques sans avoir accès ni au matériel, ni aux salles de cours. Donc, comment tout ça a pu se passer. Donc, ça, c'est un peu le contexte de cette table ronde. Et on a articulé les différentes interventions pour vous raconter en fait l'histoire de ces 18 mois, et ce que ça a changé dans les écoles de journalisme, ce que ça a changé pour nous, et puis parfois même en nous, et en tout cas très certainement ce que ça a changé entre nous les 14 écoles. Et si à chaque fois c'est une école qui va s'exprimer, eh bien elle s'exprime pas, bien sûr elle va présenter son exemple, hein, mais elle s'exprime vraiment au nom des 14 formations, parce qu'on a tous partagé, je pense, dans nos écoles, les mêmes moments de doute, les mêmes moments d'espoir, les mêmes difficultés, et surtout, je crois, on s'est rendu compte à quel point, et encore plus qu'habituellement, en quoi nos établissements d'enseignement supérieur, ils étaient si particuliers dans ce paysage français, et pourquoi on était tant attaché à la spécificité de nos formations. Donc, je vais reprendre quelques mots d'un rappel sur ce que sont les cursus reconnus, parce qu'il existe en France un dispositif d'accréditation des écoles de journalisme qui est assez unique au monde. Il est assez unique, pourquoi ? Parce que son originalité, il l'atteint du fait qu'il est bien sûr sous la supervision de l'enseignement supérieur, mais également il a une double tutelle distincte. Cette deuxième tutelle, c'est celle de la CPNEJ, la Commission paritaire nationale pour l'emploi des journalistes. Donc c'est un dispositif qui remonte maintenant à presque 70 ans, hein, quand, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un processus qui mènera à l'agrément paritaire des formations au journalisme. Et les premières accréditations, elles seront effectives en 1956. Donc, à la fin des années 90, les cursus reconnus vont se regrouper dans une association. Et l'association, c'est celle que je représente aujourd'hui, c'est l'actuelle conférence des écoles de journalisme. Donc, au sein de la CPNEJ, pour rappel, siègent des représentants désignés par l'ensemble des signataires de la Convention collective nationale des journalistes. Ça veut dire que c'est une commission paritaire dans laquelle il y a l'ensemble des fédérations d'employeurs et l'ensemble des syndicats de journalistes. Et cette CPNEJ, elle édite 2 documents qui sont fondamentaux pour les cursus reconnus. Un de ces documents s'appelle « Les critères de reconnaissance pour les formations au journalisme ». Donc, ce sont 8 critères au crible duquel sont passées les demandes de reconnaissance et les demandes de renouvellement. Et un autre document qui s'appelle « Le référentiel des attendus de la profession pour les écoles de journalisme ». Et ce référentiel,
il précise les thèmes devant être abordés dans le cadre des cursus de formation. Donc voilà. Donc si on voulait comparer, on pourrait dire que le rapport qui existe entre les écoles de journalisme et la CPNEJ, il est d'une nature très similaire à celui qui existe entre la commission du titre d'ingénieur et les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il y a 14 cursus qui sont agréés. Parmi ces cursus, il y a 2 IUT et les autres cursus, donc majoritairement, sont master ou au niveau master. Donc voilà, je voulais juste redonner quelques éléments de cadrage parce que je pense que c'est toujours important et puis bien comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de très spécifique aussi. Je ne dis pas que dans les processus d'accréditation, il n'existe pas des professionnels qui ont une place dans le reste du monde, bien entendu, hein, ça existe dans beaucoup d'endroits, mais un lieu où ce sont uniquement les professionnels qui sont dans le cercle d'accréditation sans des académiques, ça c'est vraiment unique au monde et ça nous donne un lien tout à fait particulier, tout à fait fort finalement avec la profession. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les formations de nos écoles, mais de nombreuses grandes écoles, sont reconnues à l'international pour à la fois pour leur qualité académique, mais aussi pour leur côté très professionnalisant. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec 4 premiers thèmes. On va un peu relater qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette période. Puis, ma collègue, la professeure Valérie-Jeanne Perrier, elle animera une seconde table ronde où là, on va aborder plutôt les enjeux pour l'avenir. Donc, j'ai avec moi pour cette première table ronde donc, Arnaud Schwartz, secrétaire général de la conférence des écoles de journalisme et directeur de l'IJBA de Bordeaux. Il y a également Florent Tixier, maître de conférence à l'IJBA. Il a accepté de remplacer Raya Roumanos, qui a été malheureusement retenu à la toute dernière minute pour raisons personnelles. Laure Coleman de l'école publique de journalisme de Tours. Et Sandy Montagnola de l'IUT de Lannion et aussi vice-présidente de la CEJ. Donc on va commencer par toi, Arnaud. Toi, tu as été donc le fidèle gardien de la mémoire de nos réunions parce que effectivement, on se funeste jour du lundi 16 mars 2020, où les étudiants avaient disparu. Nous, on avait encore le droit de venir ramasser nos affaires, prendre nos derniers dossiers dans nos étagères, avant que l'activité en présence cesse dans nos écoles comme dans tout le pays. Et puis avant d'éteindre mon ordinateur de bureau, je ne savais pas à l'époque, pour plusieurs mois, je me suis dit, je vais envoyer un dernier mail. Et j'ai proposé aux 14 écoles, que le mercredi suivant, à 9h du matin, on fasse une première réunion, on fasse une réunion Zoom des écoles de journalisme pour échanger sur la situation. Donc tout le monde a plutôt adhéré à l'idée de participer. Et ce qui devait être une réunion ponctuelle, c'est devenu assez vite plus que cela, mon cher Arnaud. Absolument, Pascal. Alors d'ailleurs, l'archiviste, puisque tu m'as désigné comme ça, le scribe de la CEJ que je suis, a replongé dans nos archives donc, pour préparer cette intervention. Et tu m'en excuseras, je suis obligé de te contredire dès le début, car cette première réunion a eu lieu avant le confinement du 16. Elle a eu lieu dès le vendredi 13 à ton initiative. Et alors, je dois te le dire, Pascal, non pas à 9h, mais à 8h30. Tu avais beaucoup insisté sur ce point, mais nous avons fait bloc et au bout de quelques semaines, on a obtenu de passer à 9h. Mais évidemment, si on met à part cette plaisanterie, cette initiative, en fait, a été salutaire à la relecture de l'ensemble de nos réunions sur plus d'un an. Ça saute vraiment aux yeux et on va voir pourquoi, mais peut-être faut quand même commencer par se redire dans quel état d'esprit nous étions en ce 13 mars en nous réunissant pour la première fois avec énormément de questions qui surgissaient en réalité. Comment faire face au stress des étudiants qu'on sentait déjà extrêmement palpable, étudiants qui eux-mêmes devaient prendre une décision très rapide, rentrer chez leurs parents ou rester dans leur logement étudiant, évidemment avec cette obsession de la connexion, puisqu'on pressentait que ça allait devenir évidemment cardinal pour garder le lien avec eux. Comment organiser les cours à distance? Qu'allaient devenir les cours pratiques? Grand point d'interrogation aussi sur les stages, sur les alternants, sur nos étudiants internationaux. Décision stratégique à prendre sur le matériel des écoles. Fallait-il le sortir au maximum, le confier à nos étudiants, même si c'était dans des conditions de contrôle moins strictes que d'habitude?
comment gérer la perspective des délocalisations. Certaines avaient eu lieu, d'autres devaient avoir lieu, d'autres avaient cours, ont été interrompues immédiatement, mais à l'époque, rappelons-nous, hein, on pouvait encore se projeter avec optimisme sur le mois de juin 2020 en se disant « Oh, mais c'est bon, quelques semaines de confinement et puis on va y arriver, on va reprendre le cours normal de nos vies ». Évidemment pas. Et bien sûr, la question tout de suite, la plus importante qui s'est posée à nous, qui a été celle, évidemment, de l'organisation de nos concours dont les phases d'inscription, en fait, concours donc de recrutement, d'entrée dans nos écoles, dont les phases d'inscription étaient close, hein, ou sur le point de l'être. Vraiment, tous nos processus et leurs modalités étaient sur les rails. Donc, on a dû tout modifier en urgence. Bien évidemment, ça a été là aussi, je crois, le premier point sur lequel il a fallu que nous nous entendions, puisque forcément, si quelqu'un changeait ses modalités, ça pouvait avoir un effet sur l'ensemble des écoles, puisque c'est quand même un calendrier lourd avec 14 dates de concours, 14 plannings d'oraux, hein, donc forcément, il fallait tout de suite qu'on puisse se parler de ces aspects-là. Alors le premier réflexe qu'on aurait pu avoir, en fait, c'est de se concentrer, de se replier tous sur nos écoles et de gérer nos urgences voilà, de manière individuelle. Évidemment, on l'a fait. Mais on a aussi eu, à l'invitation de Pascal, ce sursaut de se dire, en fait, il est important aussi qu'on prenne du temps ensemble. Et très, très rapidement, moi, je pense, dès la première réunion, on s'est aperçu des effets bénéfiques que ça avait. Parce qu'en fait, on était dans des régions différentes, avec des ressentis éventuellement aussi un peu différents. Et il était important de pouvoir confronter ça, de se rendre compte que nos ressentis locaux, si je puis dire, pouvaient être un petit peu différents de ceux qui étaient ressentis ailleurs. Et tout ça nous a beaucoup permis de progresser ensemble. Donc en fait, la première chose qu'on a fait ensemble, c'est énormément de partage d'informations. Et ça vraiment dès la première réunion. Et c'est un partage d'informations qui a d'ailleurs parfois de temps en temps viré à l'analyse de textes collectifs par rapport à la novlangue de certaines circulaires ministérielles ou instructions rectorales. Et voilà, mais ça sera sans doute abordé dans la deuxième partie dans la deuxième table ronde. Voilà, donc ça a été vraiment central. Tout de suite aussi s'est posé la question des remplacements d'été en presse quotidienne régionale, puisque bien évidemment tout s'arrêtait. Hein, donc là, on a aussi très rapidement, on s'est emparé de cette question. Je dirais que le deuxième aspect qui a marqué notre collaboration, c'est que on s'est mis à prendre des décisions ensemble. Alors, le dire comme ça peut paraître bizarre, parce que la CEJ était déjà une association au sein de laquelle on se retrouvait une ou deux fois l'an, et où on avait des décisions à prendre ensemble concernant notre vie institutionnelle commune, concernant nos cotisations, concernant voilà, un certain nombre d'activités qui étaient celles de la CEJ, bien évidemment. Mais là, il s'est vraiment agi d'adopter des réponses communes, en fait, à tous les sujets, sur tous les sujets où une coordination était nécessaire, parce que voilà, ça touchait très très rapidement au collectif, comme je l'ai dit, par exemple, sur les concours. Alors la première décision qu'on a prise, donc, c'était de se revoir tous les matins, enfin tous les mercredis matins plus exactement. La deuxième a tout de suite concerné les stages, c'est-à-dire qu'on a décidé ensemble de ne plus signer de convention de stage. Bon, de toute façon, les opportunités n'étaient pas extrêmement importantes à ce moment, mais voilà, ça a été une décision collective, et on a, après le 11 mai, repris ensemble la décision de re-signer des conventions, au début uniquement pour des stages en télétravail, et puis ensuite quand les choses se sont un peu ouvertes pour des stages plus traditionnels. On a aussi pris la décision de diffuser un message commun sur le site de la CEJ, qui a ensuite été repris par l'ensemble de nos écoles, concernant justement les concours, hein, pour s'adresser à l'ensemble des candidats au concours de nos 14 écoles. Voilà, donc, et puis très très vite aussi, il a fallu revoir cette fameuse date butoir, hein, sur laquelle nous nous mettons d'accord chaque année, bien évidemment, pour la publication de nos résultats. Autre décision commune qui est très très vite intervenue, je crois, dès la fin mars, on a décidé d'étudier ensemble la possibilité de reporter la diplomation
non pas à la fin de l'année universitaire comme ça se fait traditionnellement, mais à la fin de l'année civile, donc de profiter de dispositions qui avaient été ouvertes par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais d'avoir un abord, une appréhension de cette question collective, et ça a fait l'objet d'échanges entre nous. Ça nous paraissait important pour pouvoir proposer aux étudiants de prolonger, de pouvoir faire des stages en fait, qu'ils avaient ratés au moment du confinement et qui pouvaient être importants dans leur insertion professionnelle. Mais on l'a fait collectivement au sein de la CEJ, on a bordé les choses. Évidemment, il est apparu évident aux yeux de tout le monde que ce serait dans le respect absolu du cahier des charges de la CPNEJ concernant les durées maximales de stage, que bien évidemment c'est une opportunité qu'on n'offrirait pas aux alternants, mais qui serait vraiment réservée à des étudiants concernés en formation initiale classique et concernés par des stages qui vraiment pouvaient jouer un rôle important pour eux. La troisième chose qu'on a faite ensemble, c'est brainstormer ensemble, en fait, trouver des solutions ensemble et alimenter nos réflexions locales par nos réflexions communes du mercredi matin, en fait. Ça s'est vraiment mis en place une fois qu'on a eu géré l'urgence, etc., et qu'on est sorti du confinement dur, mais qu'il a fallu commencer à gérer toute la deuxième partie, donc à partir à peu près de la mi-mai. En fait, on commence à se projeter sur la rentrée qui suit. Et on le fait ensemble, chose qui n'était jamais arrivée à la CEJ. Et on élabore ensemble des scénarios en fonction des informations détenues par les uns ou les autres, en fonction des sentiments des uns et des autres aussi. Et donc, ça nous permet notamment de travailler tous ensemble. Un des scénarios qui sera celui qui s'imposera à la rentrée suivante, c'est-à-dire mise en place de jauges et une obligation de gérer en parallèle, voire de manière concomitante, le distanciel et le présentiel. Voilà. Donc ça fait l'objet de réflexions tous les mercredis. Alors parfois informelles, c'est parfois pas à l'ordre du jour, mais l'un d'entre nous évoque une question et ça produit de la réflexion collective. Et donc avec cette projection sur la rentrée suivante, il y a de nouvelles questions qui surgissent. Comment est-ce qu'on va coller au mieux aux attendus de la CPNEJ? Comment respecter au mieux le principe d'équité entre les étudiants? Quel équipement éventuellement à domicile pour nos étudiants? Et donc là encore, de nouveau, réflexion collective. Et ça va permettre à nos équipes pédagogiques et techniques de prendre contact, de réfléchir aussi ensemble. Chose qui n'était jamais arrivée au sein de la CEJ, où on avait l'habitude de se retrouver entre responsables d'école. Mais là, il nous apparaît vraiment nécessaire de pouvoir faire en sorte que nos équipes pédagogiques et nos équipes techniques puissent échanger. Et donc, le 10 juin 2020 a lieu une réunion en visio qui regroupe tous ceux qui le veulent dans nos équipes pédagogiques et techniques. Et c'est une réunion à laquelle il y a eu plusieurs dizaines d'inscrits, ce qui montre bien qu'il y avait en fait une énorme attente sur ce point. Et donc, lors de cette réunion, ont été vraiment évoquées ces questions. Comment est-ce qu'on gère le mix présentiel-distanciel? Comment est-ce qu'on gère le terrain? Comment est-ce qu'on gère les enseignements pratiques à distance? Qui était vraiment, évidemment, la question qui hantait tout le monde à ce moment-là. Au moment, enfin, où le deuxième confinement s'annonce, mais où le Premier ministre Jean Castex, dans son intervention du jeudi soir, annonce que des dérogations pourront être envisagées pour des enseignements pratiques. Là, il y a comme un vent d'espoir dans les écoles de journalisme. Évidemment, très très vite, on s'en parle. Il va falloir, faire en sorte d'obtenir les fameuses dérogations, qui sont des décisions rectorales. Et puis deux, organiser de manière concertée la vie dans l'école avec ces dérogations. Et après avoir partagé des informations, après avoir réfléchi ensemble aux solutions, après avoir atteint ce degré de collaboration à divers degrés que je viens d'évoquer, eh bien on se met à produire des outils ensemble, en fait. Par exemple, on a produit un modèle commun d'attestation pour nos étudiants qui étaient sur le terrain, alors même qu'ils étaient en cours de manière dérogatoire. On a réussi à faire entendre qu'on ne pouvait pas apprendre le journalisme sans terrain. Bien évidemment, on a mis aussi au point
notamment grâce à la collaboration et aux propositions de notre collègue Alice Antome, un protocole sanitaire terrain, puisqu'il s'agissait pas seulement d'engager la responsabilité sanitaire, si je puis dire, enfin la sécurité sanitaire de nos étudiants, mais aussi des gens qu'ils allaient voir pour les interviewer. Donc là, des choses très, très strictes ont été aussi fixées entre nous. Donc pour terminer, je dirais que, vous l'avez compris, à l'occasion de cette crise sanitaire, la CEJ et les écoles qui forment la CEJ ne se sont jamais autant réunies à une telle fréquence, avec une telle régularité. Et cette crise a vraiment été l'occasion pour nous d'expérimenter ensemble des liens beaucoup plus resserrés, en fait, utiles dans le quotidien de nos écoles, et d'imaginer pour l'avenir, d'ailleurs, des modes de coopération renforcés. Voilà, évidemment dans le respect de nos identités et de nos histoires respectives. Évidemment, nous restons des écoles potentiellement concurrentes. Ne faisons pas mine de ne pas le voir, mais vraiment, à cette occasion-là, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus à partager que ce qu'on pouvait croire initialement. Voilà, donc si je peux terminer sur un point peut-être plus individuel par rapport à ce que nous avions à vivre les uns et les autres. Vous savez qu'il y a dans ces fonctions toujours une petite solitude décisionnelle. Et donc cette instance a aussi été un endroit où, quand les uns, les unes ou les autres rencontraient un problème vraiment singulier, spécifique, difficile à gérer localement parce que on n'a pas toujours l'écoute de nos tutelles, on n'a pas toujours... ces réunions du mercredi matin ont souvent aussi été un endroit où on trouvait beaucoup d'écoute, de conseils et de soutien au sein de la CEJ, alors que nous étions souvent pas loin quand même d'un état d'épuisement assez significatif. Voilà, Pascal, ce que je peux dire. Ok, écoute, merci Arnaud d'avoir retracé cela, de nous rappeler beaucoup de choses, parce qu'effectivement, sur cette période, on se rend compte de tout ce qu'on a eu à surmonter avec et pour nos étudiants sur cette phase-là. Avec évidemment aussi un lien, on en parlera dans la deuxième table ronde, mais le lien avec les tutelles et notre tutelle de l'enseignement supérieur et la réaffirmation de la spécificité de nos établissements. Et on s'est rendu compte à quel point ça aussi c'était fragile, parce que 14 écoles de journalisme passent à un ministère qui gère des millions d'étudiants. Ça a été, on y reviendra, mais de monter au créneau pour tout le temps réaffirmer cette spécificité, cette particularité. Et on sait qu'on doit se battre les uns les autres pour ça. Et voilà, je suis très sensible à cette idée du groupe de parole des directeurs et directrices anonymes d'écoles de journalisme, parce qu'il y avait vraiment cette dimension. Je pense que on était, c'est vrai, tu le dis aussi, très isolés dans nos propres structures. Être dans nos universités, les lieux où nous on continue à avoir nos étudiants sur le terrain, c'est pas des choses qui sont aussi simples que cela à gérer. Devoir leur faire entendre, pour certaines et certains d'entre nous, devoir faire entendre à nos présidents et présidentes que oui, il faut obtenir ces dérogations, que c'est pas secondaire, etc., etc. Tout ça, ça a été vraiment ce travail de ce collectif. Et donc, c'est effectivement, et c'est vrai que ça a accompagné aussi le premier défi qui a été celui de la bascule des enseignements 100% à distance, et tout ça en quelques jours, quoi. Donc, il faut quand même voir qu'on était dans une situation où on pensait tous, oui, on va mettre un peu de distanciel dans nos enseignements, oui, on va faire évoluer un peu nos concours, etc. Puis ça faisait l'objet de discussions très longues. Ça n'avançait pas toujours, et ça avançait en quelques jours, comme ça. Et donc, voilà, ça, c'est quand même assez... c'est quand même à souligner. Et donc, effectivement, voilà, c'était donc le point sur lequel devait intervenir Raya, c'est-à-dire la transformation des enseignements. Donc, je remercie encore Florian Tixier d'avoir accepté de relever le défi de prendre son relais en quelques heures. Donc, Florian, je vais vous donner la parole pour que vous nous racontiez un peu comment ça s'est passé à l'IJBA. Merci beaucoup. Oui, alors je vais parler de comment ça s'est passé à l'IJBA, mais c'est vrai que ça a été dit, c'est des questions en fait qui ont traversé toutes les formations en journalisme. Et je peux en témoigner aussi parce que de par mon parcours de ces quelques dernières années, j'ai eu l'occasion d'enseigner dans différentes institutions en France et à l'étranger, en Belgique notamment, pour ne pas citer. Et c'est vrai qu'il y a des processus, des dispositifs que j'ai pu voir en fait se mettre en place
pas forcément au même moment, mais en tout cas de manière concomitante dans certains espaces. Alors transformer l'enseignement, il a fallu s'y adapter et en fait s'adapter sans cesse à un environnement incertain et qui était fortement évolutif. Évidemment, pour adapter l'enseignement, il a fallu impliquer 3 types d'acteurs, donc à la fois les enseignants, les étudiants et les personnels BIAT. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu plus ou moins 3 phases, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Une première phase d'urgence, où il a fallu s'adapter très vite. Une phase de moyen terme, et puis maintenant un peu plus de regarder sur le long terme, et quels sont les enseignements qu'on peut avoir en fait, de tout ce qu'on a vécu ces 18 derniers mois. Alors la première phase d'urgence, évidemment, c'est le premier confinement. Et il faut trouver des solutions rapides, très rapides même, qui sont soutenables et qui sont forcément imparfaites, en réussissant à impliquer justement les différentes parties prenantes. Et c'est ça qui était aussi important, c'était de réussir à ne laisser personne sur le côté et que tout le monde se sente impliqué et sa place en fait dans la continuité des enseignements. Je vais prendre un exemple en fait donc de notre journal école qui s'appelle Imprimature, qui date de plus de 50 ans, donc il était hors de question en fait. Il fallait trouver une solution pour pouvoir le continuer. Il fallait pas se laisser abattre et trouver un moyen de continuer à sortir à sortir des imprimatures. Alors normalement, Imprimature, c'est un journal quotidien local de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine, on va dire. Et donc du coup, il a fallu, dans un premier temps, un peu transformer cette ligne éditoriale, puisque nos étudiants étaient éparpillés en fait sur l'ensemble du territoire. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est éparpillé sur l'ensemble du territoire, et évidemment avec les contraintes qu'on connaît de ne pas pouvoir bouger dans un rayon de plus d'1 kilomètre, etc., avec des heures de sortie et tout ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'hyper-local éparpillé. Donc, et sachant aussi que le terrain était difficile. Donc la solution qu'on a trouvée, c'était de créer une ville fictive sous forme de carte interactive, avec en fait des sujets qui ont été déterminés avec nos étudiants et nos étudiantes autour du Covid, et qu'ils pouvaient réaliser en fait de là où ils se trouvaient, sur des sujets aussi divers et variés que la propagation du Covid en prison, avec l'interview d'une psychologue dans une prison, la prise en charge des corps des personnes décédées, avec un reportage dans un hôpital, les conséquences sur le concours de médecine, avec une augmentation des inégalités des étudiants en 6e année, les lycéens qui étaient en classe virtuelle, des choses sur les proches aidants, sur l'école à la maison, sur les squats, etc. Et donc du coup, ça a été de comment réaliser en fait des reportages, comment réaliser des productions journalistiques qui soient un peu aussi variées et qui soient aussi représentatives de ce qui se passait. Ça a été évidemment en contactant les gens par téléphone. Alors en fait, comme tous les journalistes et comme tous les médias l'ont fait en France et ailleurs. Mais du coup, en contactant par téléphone et en conduisant des interviews téléphoniques qui allaient être forcément plus longues, en demandant plus de détails, en essayant de faire parler vraiment les gens, presque comme des interviews de sociologues, en fait, ethnographiques presque, pour leur demander de raconter vraiment de manière très étendue ce qu'ils vivaient. D'un point de vue logistique, en fait, ça a été l'adaptation en fait, de cet exercice, qui normalement se tient sur une journée, c'est un quotidien, à une durée d'une semaine en fait, pour réaliser ce numéro. Avec du coup des points Zoom qui étaient organisés de manière très régulière, donc tous les matins pour des conférences de rédaction, puis de manière régulière sur la semaine pour des discussions et des corrections avec les étudiants et les étudiantes. Alors les points forts du projet, c'est qu'on a eu des étudiants et des étudiantes qui étaient très impliqués et qui se sont bien saisis du dispositif et du sujet, et que ça les a fait agir plutôt que de rester passifs face à une situation angoissante. Ça a été aussi assez bénéfique pour eux, puisque du coup, ils ont pu se saisir de la situation et réagir, faire quelque chose, en fait, participer à une production aussi journalistique qui permettait de raconter ce qu'ils étaient en train de vivre et de mettre des mots et un regard sur ce qui se passait. Avec, comme j'ai dit, une diversité de sujets et une diversité de traitements aussi, puisqu'il a fallu aussi être ingénieux de ce côté-là,
pour avoir une production, un numéro d'imprimature qui soit intéressant. Il y a eu du coup des innovations dans leur mode de récupération et de projection de l'information. C'était aussi notamment par exemple la question de comment trouver des images. Donc on faisait une imprimature web, donc il faut des images absolument sur le web. Bon, comment trouver des images pour illustrer les différents articles, et ben, ça a été aussi de se tourner vers tous les moyens qu'on a pour réussir à récupérer des images qui se trouvent sur Internet. Toutes ces choses-là, en fait, qui ont été aussi des nouveaux enjeux et sur lesquels il a fallu s'adapter et trouver des solutions. La cerise sur le gâteau, en fait, de cette imprimature qui a très bien fonctionné, eh bien, c'est qu'une étudiante, Pauline Sonnet, a reçu un prix pour son article, donc par la SPJ américaine, en fait, pour son article sur les SDF, sur le vécu des SDF face au Covid, pour un article qui a été traduit en anglais. Dans un deuxième temps, en fait, donc ça a été sur le moyen terme, donc là on peut parler un peu plus du deuxième confinement. Là on a pu adapter les enseignements et mettre en place des protocoles plus fiables, alors avec des cours à distance qui étaient mieux rodés, avec notamment la réorganisation du temps de travail, des cours pratiques qui pouvaient se faire en présentiel, mais avec un respect évidemment des règles sanitaires. Et ça s'est fait chez nous, en tout cas, sous la forme de dédoublement des effectifs, avec une connexion Zoom entre deux salles, et l'enseignant ou les enseignants qui pouvaient circuler entre ces salles et passer pour voir les étudiants. Il y a un dispositif qui a très bien réussi chez nous, c'est pour le module de data journalisme, avec la réalisation en fait, de tutoriels qui étaient diffusés en ligne par les enseignants, et qui était ensuite complété par des séances live sur Zoom avec les étudiants. Et dans ce cadre-là, il y a quand même 5 enquêtes de data journalisme qui ont pu être réalisées dans ces conditions. Alors en fait, je vais finir sur le long terme, c'est un peu la question et maintenant, et après, qu'est-ce qu'on fait et comment on continue? Quelles leçons on peut retenir et quelle place peut être accordée à l'innovation pédagogique? Et quel dispositif on peut maintenir? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Eh bien, nous, on trouve que les tutoriels, ça a plutôt bien marché et que dans certains cas, dans certains cours, en fait, c'est quelque chose qui peut être pérennisé. Ça permet en fait d'avoir des cours qui sont préparés, qui sont donnés aux étudiants et de les responsabiliser sous la forme aussi de classes inversées. Ça donne aussi plus de temps de discussion, plus de temps de débat, de travail sur les productions avec les étudiants et les étudiantes. Et ça permet en fait voilà, d'avoir de la matière plus théorique ou des exemples, etc., qui sont envoyés et qui ensuite on peut revenir dessus de manière plus détaillée ensuite. Pour résumer, je vais finir là-dessus, ça a été d'abord on a subi évidemment comme tout le monde ce qui se passait. On a essayé de canaliser les choses et puis maintenant on réagit et on essaye d'apprendre en fait de tout ça. Il a fallu évidemment intégrer le principe d'innovation, mais c'est là où on peut faire aussi un parallèle avec ce que vivent les médias en fait, et dépasser nos cadres et regarder plus loin. Je vais m'arrêter là-dessus. Ok. Bon, merci Florian. Et effectivement, hein, voilà, de voir ces éléments un peu d'innovation auxquels on a été confrontés les uns les autres, avec nos étudiants d'ailleurs. Hein. Et effectivement, tu nous rappelles ces choses assez baroques où on devait mettre les étudiants à distance. On faisait ça chez nous aussi. Et donc, on a la moitié qui était dans une salle en direct avec le prof. L'autre était dans une autre salle, plus ou moins proche, diffusée par Zoom. À tel point qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, au bout d'une semaine, nos étudiants nous ont dit écoutez, à ce moment-là, nous, on vient un jour sur deux, puis on reste à la maison, parce que si c'est pour être à part Zoom dans une pièce sans voir le prof, on préfère être une fois avec le prof et une fois chez nous. Donc voilà. Mais ce petit exemple pour montrer qu'on a été vraiment, je veux dire, en co-construction avec nos étudiants sur beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ils ont été... on a été évidemment avec eux, mais ils ont été avec nous hein, dans cette phase. Peut-être aussi parce qu'en comparant leurs camarades d'autres types de formations, ils découvraient l'engagement qui était le nôtre. Non pas que les collègues, je ne dis pas que les collègues d'autres disciplines ne s'étaient pas engagés, ce n'est pas la question, mais les efforts qui avaient été faits pour maintenir notamment une partie des cours en présentiel. Et ça, je pense qu'évidemment, quand on est dans un environnement où ses camarades d'autres types de formations n'ont pas exactement cette même chance, je pense que ça a été
ce que ça a été très important. Alors, là, on avait vu une phase importante pour nous, qui est celle de l'enseignement, mais évidemment, quand on est prof, il y a autre chose qui est tout à fait important, c'est les modalités d'évaluation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on a... comment on s'assure que les transmissions des connaissances et des savoir-faire, elles sont assimilées par nos étudiants. Et donc, Laure, si tu vas adresser ce sujet, je te remercierai de remettre ton masque parce qu'on est dans une salle qui n'est pas... Il n'y a pas de fenêtre, et donc dans le cadre du respect des gestes barrières, si c'est possible. Et voilà, et donc du coup, ça c'est aussi une autre problématique, parce que ça soulève tout un tas de questions, et des adaptations par rapport à des modalités auxquelles on avait été habitué jusque-là. Donc voilà, toi tu es à l'école publique de journalisme de Tours. Voilà. Alors, la principale difficulté au niveau d'évaluation, c'est qu'on a une double exigence dans notre école, qui est à la fois d'évaluer le niveau universitaire et aussi les savoir-faire pratiques. Donc, à chaque fois, il a fallu apporter des réponses différentes, puisque les enseignements sont également différents. En préalable à l'exposition des solutions qu'on a cherché et trouvées, je souhaite préciser une chose, on a un peu abordé cela, mais la principale difficulté que nous avons eue, ça a quand même été de prendre en compte les difficultés psychologiques des étudiants, qui sont encore plus fortes quand on en est au stade de l'évaluation. L'angoisse est multipliée, bon, il y a l'angoisse du futur, etc. Mais là, l'angoisse du partiel, du mémoire, etc. est encore plus forte. Et c'est quelque chose dont nous avons constamment tenu compte quand on en est revenu aux étapes d'évaluation. Et même dans l'organisation des enseignements, puisque au printemps dernier, pour les premières années, qui étaient vraiment dans une phase où ils étaient au bord de la rupture, on a carrément annulé certaines sessions pour pouvoir les laisser plus tranquilles sur les révisions pour les partiels et sur l'organisation et l'écriture des mémoires. Parce que, on est à Tours, mais la majorité de nos étudiants ne sont pas tourangeaux, ils viennent souvent de loin, et tout seuls dans leur chambre d'étudiants, devant leur ordinateur, voilà, la difficulté est certaine. Donc, on a connu, comme tout le monde, deux phases. La première étant la fermeture totale de l'université, que personnellement, je n'ai pas vécue parce que j'étais en arrêt maladie, donc j'ai pas vu la disparition soudaine des étudiants de l'université. Ça m'a été épargné. Mais évidemment, concernant les évaluations, il a fallu s'adapter. On avait donc deux choses à prendre en compte. Il y avait d'un côté les partiels, donc dans l'urgence, parce qu'on a donc été arrêté le 16 mars. Les partiels, c'est du deuxième semestre, c'est mi-avril, donc ça laissait relativement peu de temps pour organiser des choses particulièrement nouvelles. Donc la majorité ont fait des partiels assez classiques, mais à distance, c'est-à-dire que les étudiants étaient chez eux et avaient, via la plateforme Teams, devaient nous rendre leurs copies à un moment donné, sans ça la plateforme se refermait. De la part des étudiants, la satisfaction n'a pas été totale, et c'était pire du côté des enseignants, puisque les étudiants étant chez eux et assez libres de faire ce qu'ils voulaient faire, on s'est rendu compte que certains ont travaillé ensemble, puisqu'ils rendaient les mêmes fautes au même endroit. Donc ça a été une insatisfaction assez globale. Du coup, ça a engagé une réflexion sur ce mode d'évaluation, et j'y reviendrai dans la deuxième partie. Pour les travaux pratiques, l'évaluation des travaux pratiques, évidemment, comme l'expliquait Florian tout à l'heure, les sessions professionnelles ont en grande partie, enfin même ont totalement été supprimées, puisque plus de terrain, plus d'intervenants non plus, puisqu'ils ne pouvaient plus venir, etc. Par contre, on a maintenu tout ce qui concernait l'écriture sur le web, notamment le travail que font les étudiants sur nos deux sites, les rattrapages de l'actu et magasins. Les rattrapages de l'actu, par exemple, permettent d'évaluer le suivi de l'actualité des étudiants, leur capacité à hiérarchiser l'info, à rédiger des brèves, etc., donc des savoir-faire professionnels de base. Ça, on a pu le maintenir en modifiant un peu les demandes, c'est-à-dire que pendant un mois et demi, ils ont travaillé essentiellement sur le Covid.
ce qui les a un peu frustrés, et du coup ils ont créé un rattrapage de l'actu bis sous forme de podcast qui leur permettait de travailler d'autres brèves que la pandémie. Voilà. Et je cite cet exemple-là, même si nous, on n'a pas évalué le podcast, parce que c'était leur initiative personnelle, mais c'est pour faire remarquer que les étudiants étaient vraiment partie prenante dans nos débats sur comment faire pour travailler au mieux et au plus près. Et ils ont été souvent force de proposition et de réaction et d'innovation. La deuxième chose, c'est l'évaluation sur la création d'un long format. Alors là, on n'a pas été trop gênés puisque c'est basé sur une enquête qui est faite au premier semestre. Donc on avait le matériel. La seule difficulté, ça a été d'évaluer le travail sur l'outil web lui-même, les multimédias, etc. Parce que ça, on n'avait eu quasiment aucune séance dessus. Donc pour évaluer, on a réussi, toutes les publications ont été faites, elles sont très bien et tout, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Et surtout, on a fait comme vous, on a fait des tutoriels. Et puis après, c'est là que les séances de 2 jours ont été transformées en séances de 4 jours, avec un accompagnement constant. Mais la difficulté, là, c'est d'évaluer individuellement, puisqu'ils étaient chez eux, mais ils travaillaient aussi ensemble, et on n'allait pas les en empêcher. Et quand on est loin d'eux, et qu'en plus on n'a pas les caméras, on ne se voit pas, parce que conditions d'Internet pas forcément bonnes chez les étudiants qui sont chez eux, on ne peut pas voir quand un étudiant est dans la détresse et qui ne sait pas faire, parce qu'il y en a un autre qui va l'aider. Et du coup, alors que quand on est dans la salle avec eux, on le voit tout de suite quand il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, et on peut l'aider beaucoup plus. Donc voilà, ça n'a pas été simple, mais on a réussi. La troisième chose dans cette période-là, ça a été les contrôles de fin d'année. Donc les mémoires pour les premières années et les enquêtes finales pour les deuxièmes années. Bon, je les appelle J1, J2, voilà, ça m'évitera. Journaliste 1, journaliste 2. Donc les J2 doivent rendre une enquête finale qui débute en général deuxième semestre. Et là, c'était juste avant l'annonce du confinement, ce qui leur a interdit de faire le terrain qu'ils font d'habitude. Et donc ça a été un peu la panique à bord, parce que c'est l'exercice de fin d'année, c'est l'évaluation globale de leurs 2 ans d'école chez nous. Donc c'est un moment important. Et normalement, ceux qui ont la dominante télé font un reportage télé, ceux qui ont fait la dominante radio font un reportage radio, et puis la presse écrite font soit print, soit web. Et là, on leur a proposé de faire tous web, parce que c'était plus simple, parce qu'un reportage télé un 13 minutes en télé, alors on leur avait, je sais plus, c'est toi, je pense qu'il mentionnait, on avait sorti du matériel, on avait organisé un magasin géré par les étudiants en dehors de l'université. Donc ils avaient quand même du matériel, et notamment des ordinateurs avec des outils de montage, soit vidéo, soit print pour InDesign et autres. Mais c'était quand même un peu rock'n'roll. Donc après, évidemment, il y a eu, ils nous ont envoyé, ils ont mis en ligne, on avait créé un bac à sable pour qu'ils mettent en ligne leurs enquêtes, et toutes les soutenances ont eu lieu en distanciel, comme c'était de rigueur. À l'époque, les évaluations ont été faites au plus près possible de nos exigences et de nos habitudes, mais évidemment, on a été quand même moins exigeants sur le nombre d'interlocuteurs par enquête, par exemple, parce qu'on savait que c'était difficile d'avoir des interlocuteurs. Évidemment, le nombre de photos à réaliser, parce que ça, c'est pareil, quand on ne peut pas se déplacer, c'est compliqué. Et puis, sur le fait aussi de proposer de nombreux objets multimédia, ce qui n'était pas toujours... Enfin, ils n'avaient pas forcément toutes les données. Pour les J1, c'est eux qui doivent faire leur mémoire. Alors, il y a eu un bénéfice pour eux, c'est que la majorité, tous les cours pratiques ayant été annulés, ils ont eu plus de temps pour faire leur mémoire, mais en même temps, ils avaient moins d'interlocuteurs à questionner et tout. Bon, il y a eu le téléphone quand même, mais ça remplace pas la rencontre d'un professionnel ou d'un chercheur qui va vous expliquer un certain nombre de choses. Et puis, les assises ont été annulées, et les assises pour les étudiants de Tours sont un lieu de rencontre d'un certain nombre de professionnels et de chercheurs qui leur permet d'avancer sur leur travail de mémoire.
Donc voilà, en fait, pour le mémoire, la principale difficulté dans l'évaluation, c'est la qualité des échanges. Quand on est tuteur d'un étudiant qui fait un mémoire, on le croise dans les couloirs, on peut discuter avec lui, etc. Et on sent quand il y a un moment donné où ça ne va pas, et on peut donner le petit coup de boost qui va surmonter ces doutes et continuer et tout. Et là, on n'a pas eu ça. Et ça s'est ressenti sur le résultat. On a bien eu des coups de téléphone, mais vous savez tous que ce n'est pas la même chose de travailler en téléphone ou en visio ou de rencontrer quelqu'un de visu. Donc, et là encore, nous en avons tenu compte dans notre échelle de notation. On n'a pas été laxiste, hein, mais sur tout ce qu'on a senti comme ça de réticence dans le travail et tout, on en a tenu compte dans l'échelle de notation. Est arrivée la fin d'année, le concours, les vacances, le retour, on était contents, on était en cours et tout, et paf, deuxième confinement. Et là, heureusement, grâce à la CEJ et aux négociations sur le terrain de nos différents directeurs, confinement relativement partiel, c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les cours pratiques en petits groupes pouvaient être maintenus. Donc nous, très rapidement, parce que c'est pas mon sujet, hein, mais ça va amener à comprendre ce qu'on a fait pour les évaluations. Les premières années ont été renvoyées chez eux, parce qu'eux n'avaient quasiment pas de session pratique. Il y avait quasiment que ce début d'année que des cours à distance, donc ils ont été envoyés chez eux. Et les deuxièmes années, qui avaient, eux, toutes les sessions pratiques, télé, radio, etc., ont pu les réaliser et être évalués dessus normalement. Les intervenants extérieurs pouvant venir... ils pouvaient venir régulièrement. Donc ça, il y a eu quand même une forme de normalité pour eux jusqu'à la rentrée de janvier. Pour les J1, la difficulté, c'est qu'on les évalue au moment du confinement, hein, sur une grosse enquête magazine. Là, la difficulté, c'est pas de terrain. Donc, et puis en plus, éclatés, chacun chez soi, alors qu'ils travaillent en binôme et en trinôme. Du coup, on a changé le calendrier, et ce qui leur a donné une longue période de préparation de l'enquête, et ils ont pu faire un petit peu de terrain à la rentrée de janvier, où là on les a fait revenir et ils ont pu travailler en petits groupes, etc. Donc au moment pareil de l'évaluation de l'enquête, on a tenu compte de ça, et là encore les étudiants ont vraiment ils ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot, si je puis dire. Notamment par exemple sur les photos, parce que c'est évident que quand on ne peut pas faire du terrain ou quand on n'en fait pas assez ou pas beaucoup, etc., au niveau de l'illustration de photographique de l'enquête, ce qui fait partie de ce qu'on évalue, il n'y a pas grand-chose. Et ils ont tous trouvé, soit en leur sein, soit parmi leurs amis, etc., des dessinateurs qui ont fait des véritables illustrations. Un vrai travail d'illustration très, très intéressant. Ils ont aussi fait de l'illustration photo, c'est-à-dire qu'ils ont fait des mises en scène. On a par exemple un dossier sur la vasectomie. Alors pour illustrer la vasectomie, c'était pas évident, mais ils ont trouvé des tas d'idées. Ça les a vraiment fait travailler sur cette relation-là avec l'image et discuter avec un dessinateur, discuter avec quelqu'un qui met en scène la photo, etc., en tant que journaliste. Et on a comme ça des enquêtes qui sont très intéressantes et qui seront toutes publiées au fur et à mesure sur notre website, notre web magazine magasin. Et vous pourrez jeter un coup d'œil sur les illustrations, parce que là, il y a vraiment eu un très gros travail. Et voilà, cette volonté des étudiants de surmonter les problèmes était vraiment intéressante. Après, il y a eu de nouveau le retour du contrôle des connaissances pour les matières académiques, donc plus classiques. Et vu la frustration qu'il y avait eu sur le premier confinement, un certain nombre d'enseignants de matières académiques ont fait évoluer les contrôles connaissances classiques. Alors, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Par exemple, l'enseignant de géopolitique, Olivier Saint-Martin, demande régulièrement des enquêtes magazines sur des thèmes de géopolitique. Donc, c'est une réflexion qui était déjà amorcée, mais que la situation sanitaire a fait évoluer. Je vais vous donner 2-3 exemples.
En droit, par exemple, le contrôle des connaissances se faisait, il y avait un exposé, une fiche de jurisprudence, mais qui était déjà demandée sous forme d'articles de presse, et un partiel traditionnel avec questions de cours, documents, etc. Le débat par visioconférence étant quand même compliqué à mettre en place, l'enseignante a inventé un principe une imitation de l'émission C'est dans l'air. Avec les groupes d'étudiants, donc en binôme ou en trinôme, devaient faire soit un podcast, soit une petite vidéo sur une question. Et puis, comme les animateurs de cette émission posaient des questions et les autres étudiants devaient jouer le rôle des experts, ce qui permettait une nouvelle forme de débat qui permettait aux étudiants d'aller plus loin dans la réflexion et dans la questionnance sur une cause, enfin sur une question de droit qui ne sont pas toujours... voilà, il y a des gens qui aiment bien le droit et d'autres qui l'aiment moins. En économie et en sociologie, l'enseignant a remplacé les partiels classiques par... il y a eu un QCM d'abord, et puis la réalisation de podcasts audio sur des sujets prédéterminés en cours avec un appui de diapos et un échange après dans le groupe. Et ça, c'est des choses qui ont plu et aux enseignants et aux étudiants. Et ces deux enseignants-là pensent faire perdurer au moins une partie de ces innovations dans les évaluations classiques, même dans une situation revenue totalement à la normale. Bon, il y a eu d'autres exemples, mais je ne vais pas tout détailler parce qu'on n'en finirait pas. Reste la question des apprentis, qui a été vraiment une question problématique à certains points. Alors évidemment, la principale préoccupation a concerné leurs conditions de travail et l'évaluation par leurs tuteurs dans les entreprises. Et puis le nôtre, parce qu'on était loin et pas toujours dans la possibilité de nous déplacer. La difficulté, c'est que certains alternants avaient comme tuteurs des gens qui n'étaient pas en même temps qu'eux dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où les alternants étaient de toute façon chez eux, en ils travaillaient en télétravail. Il y en a d'autres où ils venaient un jour par semaine, par exemple. D'autres où c'était plus régulier. Il y a eu aussi des cas de réunions de rédaction qui se sont tenues en ville parce que la rédaction, il n'y avait pas accès. Enfin voilà, il y a eu tous les cas de figure. Après, ça a été le suivi de nos étudiants par leurs tuteurs dans l'entreprise. On a eu quand même des cas extrêmes où le tuteur n'a jamais remis les pieds dans l'entreprise pendant tout le temps du confinement. Et du coup, l'étudiant ne l'a quasiment pas vu de l'année. Voilà, on ne jette pas la pierre au tuteur, hein, c'est comme ça. Mais il a fallu trouver des solutions. Et je dois dire quand même que toutes les entreprises ont trouvé des solutions et ont pris en compte nos étudiants et tout. Mais c'est quelque chose qu'on a surveillé quand même de près pour voir si en fin d'apprentissage, tous les buts de cette année avaient été atteints et si l'évaluation pouvait être faite. Et à part peut-être un ou deux soucis où effectivement pour les étudiants ça a été particulièrement dur de s'insérer dans l'entreprise à cause des conditions sanitaires. Pour la plupart, ils ont réussi leur année, en sont très contents et ont réussi à dépasser le problème. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. Ok, écoute, merci beaucoup Laure, parce que effectivement là tu rappelles comment tout le monde a dû s'adapter, y compris sur des changements quand même assez radicaux sur nos modalités, nos formes d'évaluation, avec la prise en compte de la situation particulière très particulière des étudiants et des étudiantes. Et tu en as parlé, mais ça fait une excellente transition avec le dernier point de cette table ronde, parce que là, on vous a parlé de ce qui est notre cœur de métier, hein, c'est-à-dire c'est évidemment la formation, l'évaluation des étudiants. Et donc pour ça, on est préparé, voire on est un peu formé pour ça. Hein. Mais il y a une question pour laquelle on n'était pas préparé, en tout cas pas formé, c'est celle de l'accompagnement de la détresse psychique de certains de nos étudiants et étudiantes. Et on a vu apparaître des situations inédites, dont certaines extrêmement difficiles. Donc Sandy Montagnola qui va nous parler de cela maintenant, parce que
Je sais que tu as été toi-même en première ligne sur ce sujet, et puis voilà, tu vas faire un petit peu un panorama. Je vais essayer pendant que tu commences, je vais essayer d'obtenir que le PowerPoint apparaisse sur l'écran. Donc merci en tout cas d'avoir préparé cette intervention donc sur ces questions très complexes de l'accompagnement de nos étudiants et étudiantes en détresse. Alors en effet, je vais essayer de faire un panorama. J'ai repris quelques éléments pour présenter le contexte hors école de journalisme, pour que vous puissiez comprendre aussi en donnant des chiffres la place que ça peut prendre, si on l'ajoute à tout ce qui a été expliqué avant, donc les difficultés techniques, institutionnelles, et économiques, tout un tas d'éléments. Merci Pascal. Et cette gestion, alors il y a 2 études qui ont été publiées très récemment, donc la première en mai 2021 sur les conséquences du Covid. Je l'ai résumé de façon vraiment très globale pour comprendre ici, c'est des niveaux qu'on va retrouver nous évidemment dans les écoles. Le premier, c'est celui de l'isolement social. Et le fait que pour certains, comme ils n'ont pas eu le temps de créer des liens et de se connaître, donc ça a pu impacter. Et ça sera encore plus vrai pour les écoles en journalisme, puisque nos étudiants viennent de villes différentes et parfois prennent leurs appartements pour la première fois ici. Et ça veut dire que ça impacte aussi quand on a fait certains choix. Pascal le disait tout à l'heure, mais si on fait une journée sur 2, une semaine sur 2, certains habitent loin, veulent retourner dans leur famille. Donc ça a créé aussi un problème qui arrive avec le deuxième, qui est celui de la précarité économique, qui est de plus en plus prégnante chez les étudiants et qui, là, c'est doublé d'une perte de revenus pour certains d'entre eux, de difficultés de connexion quand ils sont chez eux parfois. Donc certains retournaient chez leurs parents, mais ils n'avaient plus les moyens de revenir si nous on ouvrait. Et donc, avec les consignes qu'on pouvait avoir qui nous disaient par exemple d'ouvrir parfois pour une partie des étudiants, et donc ça veut dire qu'il fallait les dispatcher sur la semaine ou alors de les faire revenir tous les... en fait, on essayait de gérer tous les niveaux, mais parfois c'était un peu compliqué. La troisième difficulté qui était celle qui faisait partie des plus mentionnées, et j'ai fait pour préparer ici cette présentation des entretiens avec des psychologues qui ont géré les étudiants et qui disaient que ça faisait vraiment partie des éléments qui remontaient le plus, c'est la difficulté pour eux à s'organiser, à savoir comment faire, parce que les enseignants on a tous essayé de maintenir au maximum les cours, sauf que pour les maintenir, il fallait qu'ils arrivent à travailler tout seuls, et qu'en fait, je pense qu'on ne se rendait pas forcément compte que le travail à distance, en donnant des consignes, on avait l'impression de les aider, mais que plein de consignes, pour eux, c'était, ils avaient des vraies difficultés à s'organiser, et parfois l'impression d'être complètement surchargés, et de ne plus parvenir, en fait, à faire tout ce qu'il y avait à faire. Et le dernier point, et nous c'est un point, moi en tout cas que j'ai vraiment eu sur ces 2 périodes, c'est celui des incertitudes professionnelles. Alors parfois juste sur les questions de modalités d'examen, mais aussi des questions qui sont beaucoup plus larges, avec la peur que pour certains, si on a subi ça, on aura un diplôme qui ne sera pas pareil, on s'insérera moins, voilà vraiment cette crainte-là. Et donc même si on les rassure là-dessus, ils ont quand même toujours cette idée qu'ils seront moins bien formés, donc moins à l'aise, et que leur confiance en eux ou dans leurs compétences ne sera pas exactement la même. Un des éléments de cette étude, c'est quand même de dire que la détérioration de la santé mentale, elle ne date pas de la crise, mais que par contre, la crise est devenue un déclencheur, et donc ça a fait ressortir des éléments qu'on avait déjà par ailleurs, et notamment la question de la gestion du stress. Et c'est vrai que là, je vais parler au nom de l'Agnon, parce que je n'ai pas les éléments sur toutes les écoles, mais on a de plus en plus d'étudiants qui nous font part d'états de stress et qui parfois ont des difficultés à venir passer les examens, ou pour des semaines de pratique. On a trop de pression, on n'y arrive pas, et donc qu'on doit aussi accompagner là-dessus, ce qui est assez compliqué. Alors je voulais essayer de donner quelques exemples de la place que ça pouvait prendre. Et donc là, j'ai mis une deuxième étude qui a pu mesurer sur 3 universités, que vous avez ici, le nombre d'étudiants qui étaient concernés ou qui présentaient des symptômes dépressifs ou anxieux. Et donc le niveau d'anxiété ici ou de dépression était assez fort. Et donc vous voyez, ça peut être entre 24, 32, 22 et 27 pour Lille par exemple. Et donc ça veut dire que pour le dernier, on a quand même 30% qui présentent des signes d'une détresse psychologique et 50% qui déclaraient souffrir de solitude ou d'isolement pendant le confinement. Donc forcément, ça va impacter ce qu'on a essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, avec tous les éléments qu'on essaye de mettre en place, il a fallu aussi tenir compte de ces éléments-là. Et puis il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés dans cette étude.
celui d'être une femme en faisait partie, le fait d'avoir subi une perte de revenus, avoir des antécédents, et le fait d'être isolé socialement. Donc si on a anticipé un peu ces éléments-là, et on en a parlé pendant la réunion, et donc là, pour préparer, je suis repartie, merci Arnaud de tous les, de tous les comptes rendus, pour voir à quel moment on en avait parlé entre nous et de cette thématique. Et globalement, on peut voir qu'au sein des écoles, le Covid a influencé tous les éléments que j'ai listés ici. Et ça aussi, en fait, a influencé les étudiants. Parce que c'était vrai pour les enseignements, mais c'est vrai qu'on n'avait plus l'idée d'avoir une mobilité. Donc la motivation aussi d'avoir cette mobilité, les stages, les projets pédagogiques. Donc tous ces éléments-là, mais y compris, parce qu'on parlait du terrain, on a pu aller sur le terrain. Mais parfois, il ne s'y passait plus rien, puisque les choses elles-mêmes étaient annulées, les manifestations. Donc il y avait aussi ce côté-là. Et puis, évidemment, les relations entre étudiants et les relations avec les enseignants. Alors, pour faire vite, nous, les constats, nous, au sein des écoles, en premier lieu, à partir de septembre, on parle beaucoup d'épuisement. Et donc, du côté des étudiants, on dit souvent dans les réunions que les étudiants nous remontent ces éléments-là en disant qu'ils sont déjà épuisés. On est en septembre et on a déjà cette sensation du côté des étudiants, à la fois par la fatigue et par le stress, et ça se répercute aussi sur les équipes. On évoque aussi la fragilité ou la détresse psychologique des étudiants, et les doutes quant à leur avenir, j'en ai parlé tout à l'heure, la valeur du diplôme, et surtout une vraie difficulté à se projeter. Et ça veut dire que, par exemple, des cours comme ceux qui sont consacrés aux projets professionnels sont plus difficiles, parce que pour certains d'entre eux, ils vont nous faire part d'une crainte. Et donc, quand on leur reparle des projets professionnels, pour certains d'entre eux, c'est encore à nouveau les forcer à réfléchir pour ce qu'ils veulent faire, mais sauf qu'ils ont déjà cette difficulté à se projeter, qu'ils n'arrivent pas forcément à se projeter. Et donc, ça rajoute, pour certains étudiants en tout cas, une vraie difficulté psychologique. Et puis, le dernier point qu'on ressent, et on l'a abordé, c'est aussi le fait que dans certaines de nos écoles, on a carrément supprimé les machines à café, il y avait plus... On ne pouvait plus aller sur des lieux pour se regrouper, il fallait que les étudiants repartent. Donc ils pouvaient venir en cours, mais il fallait qu'ils repartent chez eux, par exemple, pour manger. Enfin, chez eux ou n'importe où ailleurs, du moment qu'ils n'étaient pas chez nous, en gros, parce que c'est les consignes qu'on avait. Sauf que ça, on se rend compte aussi qu'effectivement, pour ceux qui ont les 50% dont je parlais tout à l'heure, un sentiment de solitude, ils viennent sur place, mais en cours, on leur demande de s'espacer physiquement, et ensuite, on leur demande de repartir de l'établissement. Et donc ça, on s'est rendu compte que c'était... effectivement, ça faisait partie des éléments qui étaient abordés par les étudiants. Et donc, très rapidement, on a eu ce consensus au sein de la CEJ avec l'idée qu'il fallait absolument les faire revenir sur le campus, que ça réglerait au moins une partie du problème. Alors, ça a été une chance pour nous d'avoir les dérogations au niveau du rectorat. Ça nous a permis de, effectivement, les faire revenir pour des cours pratiques, et ce qui a permis de régler une partie de ces problèmes-là. Alors, juste pour terminer, pour vous montrer le type d'accompagnement qu'on a pu mettre en place, on a essayé de maintenir les cours en se disant que maintenir les cours, c'était aussi maintenir les étudiants dans quelque chose d'actif, et donc qu'ils ne soient pas tout seuls chez eux, avec un moment un peu déprimant. Et on se rend compte aussi que parfois, le fait d'avoir maintenu les cours a mis plus de pression sur certains, puisqu'il fallait quand même, justement, à une période où parfois ils étaient en famille, et que d'autres membres de la famille, eux, n'avaient rien à faire. Et donc, en fait, certains étudiants ont mentionné après coup qu'ils auraient préféré une certaine période pour pouvoir prendre un peu de temps pour eux et avoir l'impression que là, ils étaient tout le temps en visio, tout le temps en train de travailler, et que parfois, c'était difficile. Alors, certains étaient contents d'avoir du lien, parce qu'ils se sont dit, en fait, vous nous avez vraiment maintenus, et puis d'autres ont dit, maintenant, c'était trop dur. Et donc, on se rendait compte aussi, quand on en parlait entre nous, que on pouvait lâcher une partie des étudiants, mais pas à l'autre. Donc, voilà, s'adapter aux deux, c'était parfois compliqué. On a aménagé les modalités d'examen. Laure en a parlé tout à l'heure. Les innovations en termes d'enseignement nous ont permis aussi parfois de permettre aux étudiants de faire les exercices sans forcément être... en tout cas de participer à des éléments qui ne sont pas juste des cours. Donc le fait de faire quand même les portraits, de s'entraîner quand même, même si on n'a pas les caméras, de faire des échanges avec des journalistes, l'accès au terrain, etc. Je pense que ça fait partie des éléments qui ont été positifs. Les étudiants nous l'ont dit, le fait de retourner sur le terrain, le fait de refaire des choses de façon collective. Et puis ce qu'on a mis en place quasiment tous, c'est les maintiens du lien. C'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps sur des groupes de discussion avec les étudiants, et on a mis en place des moments de convivialité. Donc certains d'entre nous ont fait des apéros en visio avec les étudiants pour essayer d'avoir ce lien pédagogique, mais pas que, avec les étudiants, et de ne pas trop perdre d'étudiants. Parce qu'il y a aussi
cette question-là. J'ai envie de dire, par rapport aux études que j'ai présentées juste avant, nous, on avait un avantage, c'est que les promos sont assez petites et on a quand même une forte proximité avec eux. Ce qui nous a permis de maintenir ce lien qui nous évitait, en tout cas, l'isolement social que j'ai abordé tout à l'heure. Donc, maintenant, une partie d'entre eux, quand on fait le retour avec eux, quand on en discute, nous disent qu'effectivement, heureusement qu'ils avaient ça. Et ils l'ont fait aussi entre eux. Dans une grande partie des écoles, ils ont fait entre eux des jeux en soirée, et quand ils voyaient que certains n'allaient pas bien, ils mettaient en place des choses pour... Alors nous, on avait aussi par exemple des étudiants qui sont en coloc, et donc qui géraient aussi ceux qui étaient tout seuls, qui étaient au Crous, qui étaient... Voilà, pour qui c'était plus difficile. Donc on a eu une gestion par les équipes pédagogiques, mais aussi clairement une gestion entre étudiants par les moments de convivialité qu'ils ont pu faire. Des aides financières aussi qui ont été mises en place par le Crous, mais ça je ne vais pas développer, mais je pense que c'est important pour certains, certains qui avaient du mal à revenir parce que leurs parents habitaient loin. Je pense à une étudiante qui était à Toulouse, revenir à chaque fois quand nous on pouvait ouvrir, nous on ouvrait sur des semaines, et ça veut dire que c'était quand même compliqué. Et après, ça n'a pas tout réglé non plus, le fait de pouvoir être sur place, parce que certains étudiants dans les écoles ne voulaient pas revenir, avaient peur de revenir. Donc là, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une partie des étudiants qui voulaient absolument plus de visio, ils n'y arrivaient plus, de toute façon ils disaient on met la caméra, mais en fait on fait complètement autre chose. Et donc ça veut dire que nous, effectivement, on ne voit pas qui est là, qui suit, enfin on voit tous commencer quand c'est en visio et qu'on peut faire tout un tas d'autres choses à côté. Et par contre, effectivement, certains voulaient revenir et puis d'autres préféraient rester... parce que la situation sanitaire était aussi, leur amenait beaucoup d'anxiété. Et donc pour terminer sur l'accompagnement psychologique, j'ai pris 2 exemples sur les éléments qui ont pu être mis en place. Une école de province, et donc ce qu'on a eu, c'est des envois de mails par les responsables de diplôme, et ça c'est fait dans toutes les écoles. On en a parlé pendant les réunions CEJ pour communiquer sur les dispositifs de soutien des services de santé étudiants. Alors, différents parce qu'on n'a pas tous les écoles au même statut. Certains sont universitaires, d'autres pas, publics, privés, etc., statut associatif. Mais globalement, on a tous eu un accompagnement psychologique des étudiants qu'on a pu valoriser. La différence ici entre les 2 écoles, c'est que pour les écoles de province, on va avoir des permanences de psychologues au service santé des étudiants. On a mis des permanences psychologiques, mais si vous regardez les créneaux de 18 à 20 heures, un mercredi sur 2, nous, quand on est responsable de formation, que les étudiants nous appellent parce qu'ils vont très mal, on ne peut pas leur dire attends, alors c'est pas mercredi là, mais en fait dans 15 jours, il y aura un créneau de 2 heures, surtout le loupe pas. Et en fait, ça se révélait clairement insuffisant. Et on voit que pour une école parisienne, on a aussi les guides des structures d'écoute de la mairie de Paris. Ça veut dire que forcément, il y a beaucoup plus de possibilités pour envoyer les étudiants. Les difficultés qu'on a pu avoir, et je voulais terminer là-dessus, c'est que les universités, en général, ont mis en place des choses. On sait qu'on a eu une augmentation de 30% des consultations auprès des services santé étudiants. Donc quasiment tous les services santé étudiants ont dû embaucher du personnel pour pouvoir faire face à cet afflux ou déléguer une partie des... Le problème, là je parle pour les équipes enseignantes, c'est que les créneaux ne sont pas toujours adaptés. On a une bonne partie de nos étudiants, si je prends pour mon université, les permanences étaient à Rennes. Nous, on est un service délocalisé à Lannion. Et une partie de nos étudiants étaient en stage. Donc s'ils vont mal pendant le stage, effectivement, ils ne peuvent pas revenir à Rennes. Donc il faut trouver une autre possibilité. Le soir et les week-ends, quand on est dans une petite ville, ce qui est notre cas, moi j'ai eu plusieurs problèmes avec des étudiants. Et les soirs et les week-ends, dans les hôpitaux, il n'y a pas d'urgence psychiatrique ou psychologique. Ça veut dire qu'en gros, le conseil qu'on nous a donné, donc moi j'ai découvert tout ça à titre de témoignage, c'est-à-dire qu'on a eu un étudiant qui allait très mal, et le week-end, on nous a dit, c'est super, maintenez-le jusqu'à lundi. Et donc, voilà, donc ça veut dire, c'est vraiment, en fait, débrouillez-vous avec ça, parce que, voilà, il faut... Donc, on nous a conseillé qu'il fallait... C'est bien qu'il soit avec des pairs. Donc, en gros, ce qui est une façon de dire, laisser les étudiants se débrouiller. La charge, nous, on a des étudiants qui ont 18-19 ans pour l'IUT. Voilà, c'est une charge qui était énorme. Et puis, surprise, le lundi, tout le monde est content parce qu'on est soulagé, parce qu'on se dit, ça y est, en fait, on va pouvoir l'aider. Mais en fait, non, la prise en charge, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et les étudiants, parfois, ont l'impression que, voilà, une prise en charge, ça veut dire que tous les problèmes sont réglés. Mais une prise en charge psychologique, ça veut dire un temps long. Et donc, entre-temps, comment ça se passe? Où est-ce qu'ils vont habiter parce que leurs parents sont loin? Voilà, donc on se retrouve aussi face à des situations qui sont quand même assez compliquées.
On voit aussi que les écoles ne peuvent pas toujours agir. Donc il y a une des écoles qui témoigné d'avoir perdu contact avec un étudiant, et effectivement on ne peut pas toujours être en contact avec eux, et si on voit qu'ils ne répondent pas, on peut les relancer. Ça pose un problème, c'est qu'à partir du moment où nos étudiants sont majeurs, on n'est pas censé joindre les parents, et on n'a aucune idée des relations qu'ils entretiennent avec leurs parents, ce qui rend les choses compliquées. Et donc cette école, par exemple, depuis, demande, notamment à la rentrée, de pouvoir noter un tiers de confiance, c'est-à-dire en gros, si on a difficulté de contact avec vous, est-ce qu'on peut contacter vos parents, ou qui vous souhaitez-vous qu'on contacte? Et évidemment, c'est des choses auxquelles il faut penser en amont, parce qu'on se retrouve là aussi en difficulté à ne pas savoir comment faire avec les étudiants. Et puis le dernier point, c'est que si les étudiants ne se rendent pas au rendez-vous, parce que nous, c'est aussi ce qu'on fait, donc on arrive à trouver des rendez-vous pour eux, et puis s'ils vont mal, ils ne se rendent pas au rendez-vous, et puis en fait, nous, on n'a aucune... on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas les parents, donc on ne peut pas les forcer à aller voir quelqu'un pour se faire aider, et ça veut dire que s'ils vont mal, nous on le sait, ça pèse sur la promo. Parfois ils vont aller voir les étudiants, et donc les étudiants vont supporter entre guillemets ces personnes-là le soir, les week-ends, mais les étudiants ne viennent plus en cours, donc nous on ne peut rien faire. Donc on voit que ça impacte quand même fortement les équipes enseignantes, et que voilà, il y a bien des accompagnements, il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais une grosse partie repose quand même encore sur les équipes pédagogiques. Et puis je mettais simplement ici une dernière petite citation qui est extraite de cette étude, qui explique que le manque de moyens, en fait, aussi consacré à la santé des étudiants, impacte, enfin en tout cas influence en partie la situation à laquelle on aboutit maintenant. Et j'arrête de parler. Bon. Non, mais merci beaucoup Sandy, parce qu'évidemment ça a une résonance chez nous tous et toutes, hein, ces éléments-là, hein. D'autant qu'effectivement, je le disais en introduction, mais on n'est vraiment pas préparé à ça. Et ni nous, d'ailleurs, ni nos étudiants. Et donc, en réalité, on a peu d'idées de savoir quoi faire. Et là, pour donner un exemple, depuis cette période, nous, notre université a mis en place des dispositifs de formation et des enseignants, mais aussi d'étudiants volontaires pour identifier auprès de leurs camarades et savoir quoi faire. Parce qu'ils veulent bien faire, mais comme nous, hein, face à des situations parfois totalement exceptionnel, on n'a aucune idée du bon comportement. On expérimente avec tout ce que tu nous racontes, avec des systèmes qu'on connaît plus ou moins adaptés en termes d'horaire et de prise en charge. Et donc voilà, c'est vraiment, ça a été vraiment un point, je pense, qu'on a rencontré dans nos établissements, et qu'on identifiait peut-être moins, parce que comme tu l'as dit, on était sur des petits effectifs, et donc évidemment au quotidien, on est très présent avec eux. Le fait d'être ainsi à distance, mais ça a relâché ce lien. Donc, écoutez, merci en tout cas, parce qu'on a fait un tour, vous l'avez vu à la fois, donc on vous a un peu raconté comment collectivement on avait vécu cette période, comment on avait adapté nos enseignements et nos modalités d'évaluation, et comment on avait effectivement assuré ce rôle un peu d'accompagnement tout en restant à notre place et en essayant de trouver la bonne posture auprès de nos étudiants et aux étudiantes. Donc il nous reste un petit quart d'heure pour échanger avec vous, que ça soit pour des... Voilà. Vous êtes nombreux dans des écoles aussi, donc à apporter un peu votre éclairage et bien sûr à répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur ces thèmes. Oui, alors, je crois qu'on a un micro. Là. Parce qu'en fait, comme c'est enregistré. Très bien. Hop, parfait. Bonjour, merci d'abord pour vos interventions. Ma question, elle portera plus sur les concours. Pendant 2 ans, vos concours se sont adaptés en passant en distanciel. C'est quoi la suite pour les concours, justement? Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler, ou est-ce que vous ne savez pas trop encore? Moi, je peux. Alors, c'est un sujet de la table ronde suivante. Donc, encore 15 minutes c'est une très bonne question, mais encore 15 minutes de patience après. Enfin, 30 minutes, puisqu'ils vont avoir une petite pause. Et à partir de 11h, ça sera abordé. Et effectivement, c'est une réflexion, bien entendu. C'est pas indiqué sur le programme les points qu'on aborde précisément. Donc, c'est normal que vous posiez la question. Voilà, tout à fait. Donc, ça... Conséquences sur les modalités de concours. Vous voyez, je vous fais comme ça un petit recrutement des étudiants, conséquences sur les modalités de concours. Ça sera le premier thème de la prochaine table ronde. Il y a une question derrière vous, je pense. Oui, bonjour. Non, c'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque, mais aussi pour parler justement de cette mobilisation qui est venue des étudiants entre eux. Et je viens de l'école de journalisme de Cannes. Et pendant ce deuxième confinement, notamment, les étudiants se sont mobilisés. Il y avait un groupe Messenger avec toutes les écoles.
Et tous les mardis, si je ne me trompe pas, on se retrouvait pour une conférence en visio avec un ou une journaliste qui venait parler, et avec ensuite des apéros visio qui étaient organisés après entre toutes les écoles pour pouvoir échanger, etc. Et c'est la première fois aussi où c'est arrivé, où tous les élèves se sont mobilisés, bien qu'il y ait une concurrence entre guillemets aussi entre nous, parce qu'on se retrouve après sur les concours, etc. Mais là, c'était vraiment un moment de partage, et c'était, je pense, la première fois que c'est arrivé entre toutes ces écoles. Oui, mais En merci. dehors Oui. du match de foot Oui, qui non, avait mais- été supprimé pendant toute la période. Non, non, oui, enfin, mais merci pour votre témoignage. Et puis effectivement, hein, le seul événement fédérateur entre étudiants en école de journalisme, c'est le tournoi de foot depuis toujours. Et qu'effectivement, un moment où on peut être à la fois dans la fraternité et la compétition, ce qui est un peu le rapport que nos étudiants peuvent avoir évidemment aussi dans le monde professionnel. Et ça a disparu. Et que effectivement, c'était ce grand rendez-vous, ce grand rendez-vous annuel, et qui a privé de liens aussi inter-école, quoi. Et donc merci de témoigner que vous avez trouvé collectivement des dispositifs pour reconstituer, même par des réseaux virtuels, mais ces liens. Pascal, on va te donner le micro pour le... Oui, bonjour, Pascal Colisson de IPJ Dauphine. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Sandy, parce que je pense que effectivement, on a parlé beaucoup enseignement, adaptation, etc. Mais la partie psychologique, moi, elle m'a particulièrement marquée. Et je voulais rajouter 2 points d'information dans ce que tu indiquais des difficultés des étudiants et des étudiantes. On a eu aussi des étudiants et des étudiantes qui sont repartis chez eux et qui ont été charges de famille. Et en fait, parce qu'il fallait garder les enfants de la sœur qui, elle, devait travailler, etc., qui était sur le front, infirmière, etc. Et donc, là, avec la difficulté aussi de suivre ces cours en visio, qui était très, très forte. Et après, leur ambivalence vis-à-vis de l'école. C'est-à-dire que les retours qu'on a eus, c'est on est conscient que l'école, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Ils étaient conscients, dans la théorie, et en même temps, ils se sont sentis abandonnés. Et c'était assez curieux, parce qu'on disait, du coup, expliquez-nous ce qu'on aurait pu faire de plus. Et ils disent, non, mais on voit bien que vous avez fait tout ce que vous aviez pu. Mais on a quand même eu le sentiment d'un abandon. C'était assez prégnant, en particulier concernant la promo qui a vécu les 2 années. Et pourtant, c'est pas la plus mal lotie en termes d'insertion professionnelle, parce que la précédente, qui a fini sur le Covid, évidemment, est arrivée à un moment donné où toutes les entreprises arrêtaient les stages, n'avaient aucune visibilité. Donc, c'est pas forcément la plus mal lotie en termes d'insertion professionnelle, mais le sentiment d'abandon très, très fort. Et aussi par rapport à ce que disait Sandy, même si les universités se sont mobilisées pour la prise en compte psychologique, mais parfois dans des temps décalés et à des moments pas forcément appropriés, effectivement, le suivi le soir et le week-end, c'était pour nous. Et je peux vous assurer qu'en termes de surcroît de travail, et en même temps, on ne peut pas dire non à un étudiant ou une étudiante qui dit « je vais très mal, il faut que je vous parle ». On a quand même dû compenser toute cette partie-là, et ça n'a pas été anodin, loin s'en faut. Même psychologiquement pour nous, d'ailleurs. Il n'y avait pas que la charge de travail, il y avait l'émotion à chaque fois. Non, mais c'est très juste. C'est très juste, effectivement, un peu l'envahissement de ces questions, et aussi la perception par les différentes promos d'étudiants. Parce que la promo qu'évoque Pascal, évidemment, pour eux, ils ont pris un choc, parce qu'ils n'ont pas eu ce à quoi ils s'attendaient, entre guillemets. Aucun d'entre nous n'a eu ce à quoi ils s'attendaient. Mais c'est vrai que des étudiants qui sont rentrés déjà après, au moment où... finalement, dans leur perception, ça a été un peu mieux que ce qu'ils espéraient, parce qu'ils étaient en présentiel et qu'ils pensaient qu'ils seraient tout à distance sur la 2e année, etc. etc. Et donc, effectivement... merci de souligner cette différence de perception qui peut y avoir eu, parce que c'est un ressenti tout à fait réel. Hein. Cette année, c'est pas passé comme, mais ça c'est vrai de beaucoup d'étudiants de beaucoup de disciplines. Hein. Mais ça, je pense que c'est effectivement de bien rappeler qu'il y a bien des situations individuelles qui sont très très différentes, quoi. Avec, si je peux me permettre, la peur aussi de la valeur du diplôme. Parce que beaucoup ont fait remonter ça en disant mais nous, les années Covid, notre diplôme, il ne va rien valoir parce qu'on n'a pas pu suivre un cours normal de nos études. Et je pense qu'on peut les rassurer là-dessus.
Oui, peut-être une réaction. Donc, je suis Valérie Jeanne Perrier du CELSA et je vais donc piloter la table ronde qui va suivre. Et on va retrouver des sujets plutôt dans le projectif. Mais juste peut-être une réaction, une remarque. J'ai échangé de manière informelle avec Eric qui est devant moi. Et on se disait en vous écoutant que en fait, les choses avaient l'air assez fluides, l'adaptation, etc. Mais je pense qu'il faut aussi bien marquer à quel point ça a été aussi parfois douloureux, lourd. Et que nous-mêmes, en tant que responsables d'école, on a appris avec nos étudiants de nouvelles compétences. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester, même si ce n'est pas forcément des compétences dont on avait conscience ou des sujets qui étaient sous-jacents, mais qui, désormais, en fait, font partie de notre paysage. Donc je pense qu'il y a des retombées de cette crise qui sont là pour durer et qui nous ont peut-être encore davantage professionnalisés sur certains points, notamment l'aspect accompagnement d'étudiants qui était un arrière-plan mais qui n'était pas forcément aussi présent. Après, la crainte, enfin, moi pour élargir, la crainte qu'on peut avoir, c'est aussi qu'un manque de moyens peut se répercuter sur les équipes. Et donc former les équipes, je trouve que c'est vraiment super, former les étudiants aussi. Mais si l'idée c'est qu'à terme on gère ça en plus de la pédagogie, parce que je veux dire là on s'est retrouvé à le gérer effectivement le soir et les week-ends, mais ça veut dire que quand tu as quelqu'un, moi je suis pas en capacité d'évaluer. Moi je me suis retrouvée à plein de moments, j'en parlais avec mon conjoint pour dire alors l'étudiant vient de me dire ça pendant 1 heure, je l'ai rassuré, je lui ai dit ça, et je lui disais est-ce que tu penses qu'il faudrait que je prévienne quelqu'un? Enfin moi j'en étais là à certains moments parce qu'effectivement il y a des gens qui ils ont l'air au fond du... enfin voilà, ils ont l'air très mal. Et finalement, quand je les voyais le lendemain, non, c'est super, je vous ai parlé, maintenant ça va. Sauf que moi, j'ai passé ma soirée à me dire, est-ce qu'il sera là demain? Est-ce que j'aurais dû prévenir? Est-ce que je m'angoisse? Donc, c'est vrai que voilà, on se retrouve avec ça. Et ça, je pense qu'effectivement, alors peut-être j'ai développé des compétences, mais en tout cas, il y a ce risque. Enfin, je veux dire, c'est voilà, pour la suite, comment on peut prendre ça en charge mieux? Et le fait que certains, maintenant... ont des difficultés à gérer le stress pour les examens, ça veut dire aussi pourquoi ce stress s'il n'est pas mis par les équipes, ou, enfin je veux dire pourquoi ils le perçoivent comme... Enfin il faudrait aussi travailler voilà, de façon plus globale sur cette gestion-là des examens, de ceux qui ont peur de passer des examens, et de voir comment on peut gérer ça plus collectivement qu'à nouveau sur des responsables pédagogiques. Oui, Eric. Juste un petit point pour peut-être pas terminer, mais en tout cas prolonger. On a tous le cartable un peu plus lourd qu'il y a 18 mois, parce qu'effectivement, cette détresse psychologique, cette adaptabilité permanente que vous avez remarquablement soulignée, est venue s'ajouter au reste. Et effectivement, cette rentrée est plus dure pour les étudiants, et j'imagine, de ce que j'ai pu discuter avec vous toutes et tous, elle est également plus dure pour nous. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que cette détresse psychologique que tu as pointée, Sandy, elle est là pour nos étudiants de première année, parce qu'ils ont vécu pour nous qui sommes en master, ils ont vécu leur L2 et une partie de leur L3 complètement confinés. Et puis on va avoir ceux qui ont eu leur L1, et on va avoir cette onde de choc pendant encore un bon moment, et il va falloir qu'on travaille avec ça. Récemment, une de mes étudiantes de M2 me confiait qu'elle avait développé une sorte de phobie sociale. Donc elle n'arrivait pas à tendre son micro. Et c'est quand même assez emmerdant quand on est journaliste. Je suis pour l'instant assez démuni, comme d'une perche bien sûr. Mais voilà, on est un peu démunis, on a beau essayer. Et on se retrouve finalement avec les mêmes problématiques qu'étant confinés, sauf que les services sont un peu plus saturés. Donc je voudrais juste... imaginer que ça ne va pas être fini et que ce qu'on a appris va, hélas, nous servir. Non, et puis sur le point qu'évoquent Pascal et Sandy, et moi j'ai entendu ça, alors je ne sais pas la situation en France, j'ai entendu ça dans beaucoup de conférences internationales, il y a une forte inégalité de genre sur les collègues qui sont saisis de ces questions. C'est-à-dire que clairement, les collègues femmes sont beaucoup plus... c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu remonter, et c'est un sentiment que j'ai que pour tout un tas de raisons, les étudiants et étudiantes se tournent probablement plus favorablement vers des collègues femmes pour se saisir de ces questions. Et donc du coup ça rajoute quelque chose évidemment, bien entendu, à la charge d'un travail qu'on voit peu. Moi j'ai été peu appelé par
des étudiants et des étudiantes en réalité, ou vraiment dans des cas tout à fait exceptionnels. Voilà. Alors donc, je ne fais pas de mon cas personnel une généralité, hein, mais je pense que ça c'est important à prendre en compte aussi quand même dans l'évaluation de cette question. 10h45, c'est pile l'heure d'arrêter. Je peux juste rajouter quelque chose jusqu'à 45-30. Deux choses qui me paraissent importantes par rapport aussi à ce que disait Sandy tout à l'heure sur l'épuisement de nos étudiants et de nos étudiantes en ce début d'année. Je confirme. Et en alternance en particulier, parce qu'ils ont été aussi épuisés dans des organisations d'entreprise, c'est pas la faute des médias, hein, pas plus que nous, mais voilà. Donc moi, en deuxième année, sur 16 étudiants en alternance, j'en ai 2 qui ont été en arrêt maladie au bout de 3 jours. Et j'ai compris pourquoi, parce que je les ai vus revenir à l'école, mais physiquement, ils avaient marqué 50 plus, quoi. J'étais sidérée, et ça ne m'a pas étonné que ces 2-là soient en arrêt maladie, juste absolument rincés. Donc grande vigilance, je pense. Et puis par rapport au distanciel présentiel, juste un petit point, c'est vrai qu'après le premier confinement, on a commencé à se dire qu'il y avait peut-être des solutions qui pouvaient être intéressantes, et c'est le cas, hein, quand on veut avoir à distance des personnes qui sont loin, qu'on ne peut pas faire venir, etc. Donc on a commencé à se demander si on ne pouvait pas travailler aussi à l'avenir, et je pense que ça va être de la prospective tout à l'heure, sur effectivement une partie en distanciel, une partie en présentiel. On a commencé à parler de distanciel choisi avec nos étudiants et nos étudiantes. Là, à la rentrée, ben, je peux vous dire que c'est non. Mais vraiment, c'est non. Le besoin, effectivement, d'interaction, il est très, très clair. Je crois que là, il nous a envoyé un signal assez clair. Voilà. Enfin, je modérais juste un peu ce propos. On a parlé de distanciel choisi en juin à nos étudiants. Ce n'était pas le bon moment pour en parler. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur des perspectives de réintégrer une partie de distanciel, y compris pour des étudiants qui sont quand même... on l'a signalé dans nos écoles, nos étudiants, ils ne sont pas là. Ils sont souvent des familles éloignées, etc. etc. Donc étudier des modalités futures où les fameux lundis ou vendredis, on pourrait peut-être être à distance et en profiter pour être en famille. Je pense que ça, l'appréhension de cette question sera différente. On n'a pas posé la question tout à fait au bon moment. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, le distanciel choisi, les étudiants nous ont dit, en tout cas, il ne sera pas choisi par nous et je comprends tout à fait. Merci beaucoup pour votre participation et à 11h pour la deuxième partie de cette table ronde.